D3 TV, la chaîne du divertissement avec des films et séries inédits, des émissions innovantes et interactives, des magazines captivants et enrichissants. D3 TV, la chaîne authentique. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de D3 TV, merci de suivre Recto Verso, votre émission quotidienne d'information et de décryptage qui aborde tous les sujets de développement avec un accent particulier sur les thématiques en lien avec la société, l'économie, la culture et les sciences. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous parlons du VIH-Sida, notamment de la dynamique de riposte au Mali contre la maladie. Cette émission ouvre le bal d'une série de panels thématiques que nous organisons avec l'accompagnement de l'ONU-SIDA et du secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Quelle est la situation du VIH-Sida en termes de prévention et de lutte? Quels sont les défis structurels en matière de financement de la riposte sur le VIH au Mali? Et enfin, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Et que faut-il faire concrètement pour en finir avec le VIH-Sida au Mali? Telles sont, mesdames et messieurs, entre autres questions majeures qui seront abordées au cours de cette émission. Sur ce plateau avec nous, le directeur pays de l'ONU-SIDA, Dr Mack Saba, et le Dr Ishaka Kone, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Nous vous faisons découvrir ces deux messieurs de la lutte contre le sida juste après notre jingle invité. Docteur Mack Saba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais tantôt, vous êtes le directeur pays de l'ONU-SIDA. Quelle est la mission de l'ONU-SIDA? Merci, M. Maïga, de me donner l'occasion de revenir sur les missions principales de l'ONU-SIDA, organisation qui a été créée, je peux dire, par les Nations Unies. Les Nations Unies veut dire la communauté internationale, pour aider les pays à organiser une réponse efficace contre la pandémie du VIH-Sida. Vous vous rappelez que dans les années 90, la pandémie du VIH-Sida faisait beaucoup de ravages et le monde était face à une crise sans précédent. Donc il fallait trouver une solution pour porter un plaidoyer de haut niveau, pour mobiliser les États, la communauté internationale et aussi aider à définir des stratégies et des politiques adéquates pour contrer donc cette pandémie. Donc la mission première de l'ONU-SIDA, c'était justement d'attirer le monde entier sur cette pandémie qui remettait en cause les progrès réalisés depuis des décennies. Donc c'est le plaidoyer politique pour que les États mettent parmi leurs priorités le VIH-Sida. Je crois que ça a été bien rempli, des structures ont été créées. C'est l'exemple du Haut Conseil national de lutte contre le sida au Mali, pratiquement dans tous les pays. Donc il y a eu cette mobilisation générale, mondiale contre cette pandémie. Et je reviendrai sur les résultats qui sont probants. Okay. Et donc, deuxième élément, au-delà du plaidoyer, c'est aider les pays à avoir, disons, de l'expertise, renforcer les capacités des pays dans le développement de stratégies et de politiques. Et aussi mobiliser les ressources et bien sûr aider au renforcement des communautés parce que, comme vous savez, la lutte contre le sida, c'est une lutte multisectorielle et multidimensionnelle. Donc, les États, bien sûr, ont le leadership, mais ils doivent amener toutes les communautés, la société civile à s'engager. Et notre rôle également, c'était cela. Et le dernier point, c'est coordonner la réponse mondiale. Parce qu'on a mis une multitude d'intervenants. Prenez le cas des agences des Nations Unies, nous avons 11 co-sponsors. Donc notre rôle, c'est de coordonner l'effort de ces co-sponsors en appui donc, aux efforts menés par les différents gouvernements.
Alors, un rôle macro, si on veut le dire ainsi. Le Haut Conseil national de lutte contre le sida joue un rôle micro. Docteur Ishaka Kone, vous êtes secrétaire exécutif de cette organisation. Quelles sont les attributions de cette organisation? Merci M. Maïga de nous avoir offert quand même cette opportunité. Au-delà de ça, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude. Parce qu'on le dit chez nous, quand tu vois une natte suspendue, c'est que c'est avec une corde élément qu'on essaie de suspendre la natte. Donc, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au chef de l'État et le général d'armée, Assimi Goïta, qui est aussi le président du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, pour tout son accompagnement dans le cadre de la lutte réellement. Et avec sa venue, il y a eu une révolution en matière de lutte réellement du VIH au Mali. Donc, je rends grâce à lui qui nous a permis réellement d'être même avec vous aujourd'hui. Donc, j'exprime ma gratitude aussi au chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye, réellement qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner dans cette lutte, et l'ensemble des membres du gouvernement. Donc, pour revenir à votre question, il faut nuancer les choses. Il y a le Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, qui est une instance suprême, dont l'ancrage institutionnel est le président de la République, et il y a le secrétariat exécutif national du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida. Donc, vous m'avez posé la question, quelles sont les missions du Haut Conseil? Je m'en vais vous donner quelques missions. Et vous l'avez dit, en termes macro pour la gestion mondiale, c'est le NONU-Sida, mais en termes micro au niveau du pays, ce sont les hauts conseils réellement qui donnent les politiques nationales, qui orientent sur qui donnent des orientations stratégiques et aussi qui font des plaidoyers en termes de fundraising, en termes de recherche de fonds et aussi sur tout autre plan, sur le plan opérationnel, mettre les moyens à la disposition afin que le secrétariat exécutif qui a pour mission d'implémenter l'ensemble des politiques, des stratégies décidées par le Haut Conseil sur le terrain en termes de coordination, en termes de suivi et en termes d'exécution des budgets réellement mis à sa disposition par le Haut Conseil à travers le président du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Merci beaucoup, M. Baïga. Alors, donc, le Haut Conseil national de lutte contre le sida est l'instance suprême et vous avez un secrétaire exécutif chargé de la gestion opérationnelle des activités. Exactement. Nous en reviendrons, Dr Kone. Merci. Je reviens encore vers vous, Dr Max Saba. Alors, quelle est la situation aujourd'hui du VIH au niveau international? Merci, M. Maïga. Je voudrais donc rappeler certains chiffres. C'est vrai que souvent, lorsqu'on parle des chiffres, ça fait froid au dos, comme on le dit. Je dois dire que depuis l'apparition de la pandémie, plus de 90 millions de personnes ont été infectées. Et si on prend bien sûr la situation à fin 2024, et le nombre de décès cumulés s'élève à peu près à 44 millions de personnes qui ont perdu leur vie dues à des maladies liées au VIH. C'est quand même énorme. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a quand même des progrès. Parce qu'aujourd'hui, sur plus de 40 millions de personnes vivant avec le VIH à fin 2024, nous avons 36 millions qui ont accès à un traitement rétroviral. C'est-à-dire qu'ils ont accès aux médicaments qui leur permettent en tout cas de mener une vie plus ou moins normale, parfois normale, et qui continuent à contribuer au développement de leur pays. Donc ça, c'est quand même très important. Et cela représente 77% des personnes, du nombre de personnes vivant avec le VIH qui ont accès au traitement. Nous avons quand même plus de 9 millions de personnes qui n'ont pas accès au traitement. Donc c'est un grand défi. Et il faut qu'on prenne cela en compte. Dr Kone reviendra sur les chiffres certainement au niveau du pays. Mais il y a un élément important qu'il faut mentionner. C'est avoir accès au traitement, mais aussi supprimer la charge virale. Lorsqu'on supprime la charge virale dans son sang, c'est là vraiment l'objectif principal. Ça permet donc de ne plus contaminer. Donc les personnes qui sont sous traitement et qui ont une charge virale supprimée ne contaminent plus. Donc c'est un moyen de prévention. Donc non seulement le traitement permet d'avoir une vie normale, mais aussi permet aussi
en tout cas réduire les risques de transmission. Donc c'est quand même un double avantage. Et à ce niveau, on a 11 millions de personnes aujourd'hui qui sont sous traitement et qui n'ont pas supprimé la charge virale. Et ça veut dire qu'il y a deux choses. Non seulement, peut-être que les équipements où l'accès à la charge virale est difficile, et c'est vrai dans beaucoup de pays, surtout en Afrique, ou bien le respect des protocoles de traitement ne sont pas efficaces. C'est l'un ou l'autre. Mais c'est un problème réel qu'il faut nécessairement adresser. Alors, en termes maintenant, disons, pour 2024, nous avons enregistré de nouvelles infections. Et ça, c'est important. 1,3 million de personnes nouvellement infectées. Ça reste énorme. Et pour l'Afrique de l'Ouest, on a 140 000 personnes nouvellement infectées pour 2024. Et en termes de décès, nous avons enregistré globalement dans le monde 630 000 décès. C'est quand même encore élevé. Donc ça veut dire que nos engagements pour éliminer le VIH d'ici 2030, si nous devons en tout cas les réaliser, ça demande beaucoup d'efforts. Et nous sommes tous interpellés justement à fournir cet effort-là. Donc voilà un peu la situation au niveau mondial. Pour l'Afrique de l'Ouest, je donne quelques éléments. La couverture en matière de traitement sous antirétroviraux, surtout de 116%. Nous avons donc, pour ceux qui connaissent leur statut, 81% de séropositifs connaissent leur statut, dont 116 ont accès au traitement, ont accès au traitement. Et pour la suppression de la charge virale, pour ceux qui sont sous traitement, 70% ont donc supprimé la charge virale. Voilà quelques chiffres qui donnent un peu. En tout cas, je peux dire que c'est plus ou moins derrière ces chiffres, c'est les efforts, c'est le résultat des efforts et des États des différents pays et des différents partenaires. Je pense qu'on peut dire que, en tout cas en Afrique de l'Ouest et du Centre, on a senti en tout cas des progrès notables si on compare les 5 dernières années. Et je crois que c'est la même chose au niveau du Mali. Je crois que le Dr Koné, vraiment, c'est bien fondé pour donc revenir sur ces chiffres-là. Dr Koné, ça vous fait une bonne perche sur la situation du Mali? Effectivement. De façon extrapolée, on peut extrapoler un peu les chiffres. Il a dit les chiffres globalement, du niveau global. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que avec ces chiffres, l'Afrique reste en traîne. Et surtout l'Afrique au sud du Sahara encore reste beaucoup plus à la traîne, par rapport à l'atteinte de ces objectifs. Et nous en faisons partie. Maintenant, au Mali, certes, il y a quand même des réductions constatées ça et là. Par exemple, nous avons dénombré en 2022 environ 120 000 PVVIH. Et en 2020, PVVIH, personnes vivant avec le VIH. Exactement. Et en 2024, nous sommes à 111 000 personnes vivant avec le VIH. Vous voyez quand même qu'il y a une certaine diminution qui a été constatée. Donc, au-delà de ça, par rapport aux nouvelles infections, nous sommes à 4003 nouvelles infections que nous avons constatées en 2024. Ce qui fait environ 11 nouvelles infections par jour. Et comme l'a dit Dr Max Saba, ça fait froid au dos. Exactement. Et par rapport aux décès, nous avons constaté environ un peu plus de 4300 décès au Mali en 2024. Ce qui fait environ 12 décès par jour dus au VIH. Maintenant, quand nous prenons ce qu'on appelle les objectifs de 3,95, le premier objectif est réellement qui demande à ce que les pays puissent faire de telle sorte que 95% des séropositifs puissent être retrouvés, puissent connaître leur statut sérologique. Nous sommes loin, nous sommes en deçà de ça, très loin. Nous sommes environ à 71%. Donc, maintenant, les 71% qui sont sous traitement, et du moins les 71% qui ont connu leur statut sérologique, il y a environ 69% qui ont pu être mis sous traitement. Pour vous dire que ce gap est énorme. Pour atteindre les 95%, vraiment, il faut serrer la ceinture. Il faut serrer la ceinture. Il ne faudrait pas que les décideurs ou bien les partenaires financiers et techniques disent que vraiment
c'est une maladie qu'il faut négliger. Alors que cette maladie est très sournoise, elle est en train de créer beaucoup plus de problèmes de santé publique. Exactement. Donc, en termes de charge virale, nous avons connu au Mali beaucoup de crises multidimensionnelles. On a connu la crise énergétique, on a connu la crise, comment on appelle, sociale, due au terrorisme, avec des déplacements à outrance, des déplacés internes. Donc, retrouver ces malades, prélever leur comment on appelle, leur sang, essayer de vérifier la charge virale est problématique réellement pour nous acteurs qui sont en train de veiller sur réellement la réduction de la charge virale. Donc, en dehors de ça, le problème énergétique c'est greffé sur là-dessus. Donc, le fonctionnement des machines aussi crée des problèmes, alors que les prélèvements ont une durée de vie afin que réellement on puisse pouvoir les analyser. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'état de la lutte. Mais au-delà de tout ça, les personnes qui vivent avec le VIH, il y a des groupes qu'on appelle des groupes qui sont à haut risque. Ces groupes, on constate que le taux est très très élevé parmi ces groupes-là. Et il y a aussi des tranches d'âge parmi lesquelles le VIH est très très élevé. Si on parle de groupe, on peut faire allusion comment on appelle, aux personnes qui vivent, aux professionnels de sexe. On peut faire allusion aux usagers de drogues injectables. Et on peut faire allusion à d'autres types de groupes, réellement au sein desquels la prévalence est très très élevée et le risque aussi est très élevé. En termes de tranche d'âge, on va trouver que la tranche d'âge entre 15 et 24 ans, vous voyez, ça c'est le fer de lance de toute société. Cette tranche d'âge, le taux est très très élevé parmi cette tranche d'âge-là. Et chez les utilisateurs de drogues injectables, c'est environ à 5%. Donc vous voyez comment circonscrire, dans un premier temps, les tranches d'âge dans lesquelles la prévalence est élevée et comment aussi circonscrire la maladie au sein de la population générale. Donc nous sommes confrontés à un double challenge qu'il faut réellement essayer de trouver la solution. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, planter le décor de cette émission. Beaucoup d'informations qui nous interpellent tous et qui nous amènent à revoir tous ensemble la dynamique collective autour de la lutte contre cette maladie. Nous soufflons avec notre petit jingle et nous revenons sur le plateau pour l'autopsie. Le thème retenu cette année sur le plan international pour le mois de lutte contre le VIH-Sida est le suivant: surmonter les perturbations, transformer la réponse au sida. Qu'est-ce qui motive le choix de ce thème? Nous commençons par vous, Dr Maksaba. Merci, M. Maïga. Je pense que on est tous d'accord que l'année 2025 a été une année très difficile. Très difficile dû au fait des réductions de financement, des réductions drastiques. C'est-à-dire, on estime à peu près entre 35 et 40%. En tout cas, la réduction des financements pour la santé en général. Et bien sûr, le VIH fait partie. Et cela a eu un impact vraiment très négatif au niveau mondial. Des personnes, comme le docteur Kone l'a mentionné, la tranche des jeunes ou des personnes hautement vulnérables qui étaient sur des programmes de prévention, de traitement, ont simplement été retirés, n'avaient plus accès. Et ça, cela veut dire que cela a eu un impact sur, en tout cas, les progrès, les tendances liées aux progrès qui étaient donc réalisés. Et donc, mais en même temps, on s'est dit que ce genre de situation, on doit tirer leçon et rebondir. L'heure n'est pas, disons, à baisser les bras. Non, c'est plutôt de bâtir sur cette situation déplorable. Et on est tous interpellés, comme je l'ai dit, les États d'abord et la communauté internationale pour justement développer, disons, des stratégies pour assurer des financements plus durables, plus prédictibles.
Je pense qu'il y a des initiatives qui sont prises au niveau des pays. Je ne voudrais pas donc anticiper sur ce qui a été fait au niveau du Mali, mais je sais que beaucoup de pays comme le Mali, le Nigeria, l'Afrique du Sud ont immédiatement réagi à cette situation de réduction des financements pour mettre en place des mécanismes pour soutenir les communautés afin que les services puissent se poursuivre. Alors, et ça, je crois que c'est important, mais c'est en même temps aussi un thème qui montre qu'il y a l'espoir. Il y a un engagement mondial pour arriver à contrôler le VIH d'ici 2030, en dépit de ces perturbations qui ont été une réalité et qui ont éprouvé, en tout cas la réponse au VIH-Sida, nous devons maintenir le cap en étant plus innovateurs, en appelant qu'il est nécessaire de maintenir le multilatéralisme parce que, bon, quoi qu'on dise, ça donne les limites justement de cet multilatéralisme qui est plus ou moins est en train d'être remise en cause. Et ça, c'est remis en cause. Et ça, je crois que c'est des discussions, des problématiques qui nécessitent d'être donc discutées. Et moi, je terminerai en disant que c'est une opportunité, plus principalement pour les pays de l'AES, vraiment d'aller vers la souveraineté financière. Et moi, je pense que l'avenir de nos programmes de lutte contre le VIH-Sida, même au-delà, nous interpelle pour qu'on travaille sur comment justement on peut assurer cette souveraineté financière. Bien sûr, cela permet aussi donc de bâtir sur des programmes qui comptent d'abord sur nos moyens, mais bien sûr, on en reste ouvert aussi donc aux contributions de la communauté internationale. Docteur Ishaka Kone, docteur Max Saba vient de citer le Mali en exemple. En tout cas, au titre des pays qui ont décidé d'apporter des solutions alternatives en termes de financement, concrètement, quelle est la situation du Mali en termes de financement? Ok, merci. Avant de répondre à votre question, j'aimerais que les gens comprennent que le financement de la lutte contre le VIH n'a pas été sujet seulement avec les derniers événements que nous avons suivis ensemble. Depuis 2019, avec l'avènement de la Covid, vous conviendrez avec moi que pratiquement le monde entier a presque oublié le VIH-Sida. Et à côté, ça continue à créer réellement des sérieux problèmes. Ça, c'est une des perturbations réellement que nous avions constatées, majeures que nous avions constatées. La seconde perturbation sur le plan mondial, ça c'est vraiment la politique extérieure que le gouvernement américain est en train de mener en matière de politique sanitaire dans leur pays. Donc nous n'avons pas à nous plaindre réellement de leur politique parce qu'ils font ce qui les intéresse, c'est donc ils peuvent réellement, c'est par lequel ils peuvent s'en sortir. Donc leur pays, c'est leur pays, leur argent, c'est leur argent. Donc sur le plan national, nous pouvons constater des perturbations telles qu'on l'a dit, l'insécurité, des perturbations dues à l'insécurité, des perturbations qui sont dues même à la détérioration de nos axes routiers. Vous comprenez? Donc, parce que si un axe routier n'est pas adapté, réellement le transport d'une femme enceinte d'un point A à un point B peut créer des problèmes. Exactement. Et l'insécurité aussi, même si ce n'est pas le terrorisme, le banditisme quotidien aussi va se développer. Donc, ce qui empêche, freine réellement la riposte contre le VIH. Mais l'événement que nous avons suivi, qui est réellement la décision de la politique américaine par rapport au financement de la santé, tout dernièrement, c'est qu'il y a eu des coupes budgétaires que les Américains ont eu à imposer à beaucoup d'institutions, d'agences onusiennes. Mais nous, on peut, l'ONU-SIDA, on peut dire qu'on est un peu sorti entre les pattes de l'éléphant, mais qu'à cela ne tienne, il y a des interventions capitales réellement dont nous on a besoin pour ne pas entretenir la maladie dans nos pays. Qu'est-ce que ces interventions capitales? C'est la prévention, les activités de prévention. Exactement. Parce qu'en matière de gestion de santé publique,
de tout problème de santé publique, on doit beaucoup plus s'apaisantir. Si eux, les Occidentaux, ont pu réellement faire reculer cette maladie, c'est à travers les activités de prévention. Exactement. Et c'est là où il y a eu les coupes. Maintenant, étant un pays souverain, nous avons eu instruction du chef de l'État pour accompagner les différentes organisations qui sont en train réellement de suivre ces malades, afin qu'ils puissent être meilleurs observants sur le traitement. Sinon, il y a des malades qui vont réellement abandonner. Et pour vous dire, rien qu'en octobre, nous avions constaté avec un partenaire qu'il y a 40 personnes qui ont refusé d'être mis sous traitement. 40 personnes testées positives qui ont refusé d'être mis sous traitement. Alors que ces personnes, il y a tout un processus. Il y a des acteurs qui sont là pour faire le counseling, pour les accompagner, pour les suivre, afin qu'ils puissent être preneurs du traitement et être observants sur le traitement. Exactement. Si ces acteurs ne sont pas nombreux et ils ne sont pas de qualité, vous conviendrez avec moi, rien qu'en octobre, ces 40-là vont continuer à déambuler dans la rue, ils vont continuer à infecter les gens. Ça, c'est octobre seulement. Donc, pour vous dire un peu, le chef de l'État nous a instruit de donner financement, d'accorder des financements à ces organisations, c'est ce que nous avons fait. Il y avait environ 11 organisations. Nous avons mis à leur disposition un forfait de 10 millions par organisation. Et il y a une autre grande organisation fêtière qui est Arcade Santé Plus. Nous avons accordé 100 millions de francs CFA. Et en dehors de tout cela, les demandes faites, les requêtes faites par la cellule sectorielle du ministère de la Santé, nous avons réellement obéi à ces requêtes-là sur le plan réactif et sur le plan médicamenteux, acheter ces médicaments, ces réactifs et mettre à leur disposition. Cela, vraiment, c'est à cause de l'appui, de l'accompagnement du chef de l'État que nous avons pu faire. Merci beaucoup. Alors, cela nous amène au thème choisi sur le plan national. On parle de crise de financement extérieur, opportunité pour promouvoir le financement souverain. Docteur Mac. Moi, je pense que c'est... pour le Mali, nous y sommes déjà. Il a bien décrit les crises successives. Et je suis d'accord avec lui, la Covid, la situation aussi, le contexte particulier sécuritaire, avec tous les corollaires qui s'ensuivent. Donc, pour moi, il y a quand même déjà ça. Et le Mali l'a démontré. Dès qu'il y a eu la crise de financement, je pense que la première réaction avec le Haut Conseil, c'est de dire quel est l'impact de ces décisions sur la réponse, sur les personnes, surtout les jeunes et autres vulnérables en matière de prévention. Et on a travaillé étroitement ensemble. On a mené pour collecter des données factuelles qui ont montré effectivement qu'il y avait un impact négatif. Donc c'était vraiment plus facile de pouvoir prendre des décisions, de dire ok, qu'est-ce qu'on doit faire. Moi je crois que cette anticipation, cette proactivité de la part du Haut Conseil, je crois qu'elle est à saluer. Et bien sûr, la suite donnée par les autorités au plus haut niveau confirme justement donc cette souveraineté, cette vision. Donc des ressources ont été immédiatement mises à la disposition des organisations vraiment qui sont en front line, comme on dit, qui sont en ligne de front et qui aident vraiment à maintenir les programmes de prévention et qui facilitent l'accès au traitement. Et je l'ai cité, donc parmi ces pays, ils ne sont pas si nombreux. Donc il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Mali. En tout cas, c'est les pays qui ont réagi très rapidement et je pense que cela est à saluer. On va en revenir. Alors, je voudrais donc ajouter quelque chose. Allez-y. En plus, bien avant cela, le Mali était sur une initiative de réflexion sur comment justement développer des stratégies innovantes pour mobiliser des ressources, pour assurer non seulement la durabilité et la prédictibilité des financements. Cette initiative est même très avancée. Elle est très avancée. Donc, on n'a pas attendu même la crise. Ils n'ont pas attendu la crise pour mener ces réflexions. Docteur Ishaka, je vous ferai réagir tout à l'heure sur cette initiative, mais je voudrais continuer avec Docteur Max Sava sur un point important. Alors, en termes de financement, quels sont les acteurs du financement extérieur? Bon, il y a des donateurs traditionnels, je ne voudrais pas citer des noms. Ça ne nous dérange pas du tout. Donc, traditionnels.
Mais comme je dis globalement au début de mon intervention, nous avons aussi mené des études. Il y a vraiment un rétrécissement du financement qui est globalement de la santé qui est de l'ordre de 35 à 40%. C'est quand même important avec, bien sûr, le VIH fait partir. Donc, mais je pense qu'il y a aussi ce qu'on appelle les donateurs émergents aussi qui estiment qu'il faut continuer. Il faut renforcer le multilatéralisme. Donc, je pense que il y a des pays aussi, surtout les pays du Golfe et puis certains pays aussi de l'Asie qui sont des donateurs émergents et qui sont prêts à y contribuer. Donc globalement, il y a une leçon, mais je pense qu'on doit continuer. Moi, je fonde l'espoir surtout sur que les pays prennent le leadership. Au début de la lutte, on a vu justement cet engagement politique. Et je crois que l'élément important, c'est l'engagement politique, comme on le voit ici au niveau du Mali. Et l'engagement politique entraîne tout ce qui suit. Donc, pour moi, c'est important qu'on réellement on remobilise donc, les politiques autour de la lutte contre le VIH. Pourquoi? Parce qu'on a mis tellement de moyens financiers, de moyens humains. Et on est en train de progresser vers l'élimination de cette pandémie. Je crois que si on freine aujourd'hui et qu'on baisse les bras, il va y avoir un rebond. Et je pense que ce serait des investissements perdus. Sans compter qu'il y a une responsabilité aussi d'avoir des générations sans VIH. Je pense que le monde même a appelé à tout faire pour contrôler le VIH comme on s'est engagé, pour vraiment nous tourner vers d'autres défis. Exactement. Et vers surtout des défis de développement. Docteur Ishaka Kone, le Mali est un pays en crise qui fait face à de nombreux défis. Qu'à cela ne tienne, la question de la réponse sur le VIH-Sida a fait l'objet d'une attention particulière. D'où vient cette volonté politique? Qu'est-ce qui a été fait pour en arriver à ce point? Bon, permettez-moi d'abord de rebondir sur une de vos questions avec Dr Marc. Les partenaires extérieurs du financement sont essentiellement le Fonds mondial qui est un fonds multilatéral, dont le Mali même y contribue. Donc, en dehors du Fonds mondial, il y a le gouvernement américain à travers PEPFAR réellement qui accompagne le pays. Et en dehors de ça, il y a l'ONU-SIDA qui, sur le plan technique et financier aussi, nous accompagne. Il y a aussi l'UNICEF. L'UNICEF aussi, à travers la prise en charge des enfants, qui accompagne à la sensibilisation, nous accompagne beaucoup dans ce état de fait. Donc, pour vous dire, qu'est-ce qui a ressuscité cette volonté politique? C'est seulement les explications qu'il fallait apporter aux plus hautes autorités. À son Excellence, le président de la transition, le général d'armée. Et on se voit en tête à tête et je lui explique clairement là où nous sommes ici, dont nous avons besoin. Et pour quelqu'un qui est pragmatique, plus pragmatique que lui, il n'y en a pas. Donc, tout de suite, il dit, faites ceci, faites cela, faites comme ça. Vous comprenez? Donc, en dehors de ça, il y a aussi le législatif. Donc, nous avons accordé des ateliers d'information, de formation, de mise à niveau du législatif, afin qu'ils puissent aussi maîtriser cette situation, cette problématique, et qu'une décision prise par le gouvernement, par le chef de l'État, ne puisse pas souffrir réellement de la connaissance, de la méconnaissance des législatifs. Donc, c'est ce que je peux quand même dire par rapport à votre question. Docteur Marc Saba, quels sont les enjeux liés aujourd'hui, si vous voulez, à la diminution ou à l'arrêt des financements extérieurs dans la lutte contre le VIH? Les enjeux, pour moi, c'est assez clair. D'abord, en termes d'impact négatif, vous savez, la mise en œuvre des différents programmes liés à la réponse au VIH-Sida a besoin de ressources. Ressources techniques, ressources financières. Vous savez, il y a l'achat des médicaments, on a parlé de charges virales, les équipements, les faire fonctionner, ce n'est pas évident du tout. Donc, il y a toute une logistique qu'il faut. Et sans ressources, cette logistique risque de tomber. Et en termes d'impact, les progrès que nous sommes en train de réaliser vont complètement être remis en cause. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est les enjeux, et c'est vraiment clair, quoi. Deuxième élément, l'autre enjeu, c'est, pour moi, bon, cette situation, je dois dire, il faut tirer, disons, les enseignements et rebondir, comme je l'ai dit dès le début. Ça interpelle aussi les premiers responsables. Pour moi, d'abord, c'est les États.
de prendre le leadership ou de reprendre le leadership. Parce que les pays ne sont pas au même niveau. Okay. Ce que dit le docteur Koné, on ne le retrouve pas forcément dans les autres pays, cette volonté et cet engagement. Mais nécessairement, je pense qu'on n'a plus le choix au niveau des pays que de prendre le leadership et de développer donc, en tout cas des approches pour avoir des financements durables. Okay. Pour moi, c'est assez clair. Et il faut évoluer vers cela. Et aussi, d'autres aspects qu'il faut ajouter, c'est essayer au maximum, disons, les économies d'échelle à travers les nouvelles technologies, où on peut faire des économies d'échelle. Ça, c'est capital. Arriver à rationaliser, à réduire les coûts, ça, c'est très important. Des interventions, et ça fait partie aussi disons, des questions de bonne gouvernance. Okay. Je pense qu'on est aussi interpellé sur ces aspects-là. Docteur Ishaka Koné, les défis structurels en termes de prévention pour un pays comme le Mali? En termes de défis structurels, ce qu'il faut comprendre, nous avons la problématique réellement liée à la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Le défi structurel pour nous, c'est de renforcer les capacités réellement de beaucoup de ces SCOM qui existent, qui sont érigés, mais qui ne sont pas dotés en matériel technique et en personnel. Donc ça, c'est un défi réellement qui on parvient à relever, ça sera intéressant. Et il y a les défis liés aussi aux services de jeunes, adaptés aux services des jeunes. Donc nous avons le projet Jeunes qui n'existe qu'en commune 6. Donc il faut l'avoir, ce genre de projet Jeunes dans toutes les communes si possible du Mali. Donc afin que les jeunes puissent avoir un espace réellement qui, à travers lequel espace ils peuvent s'informer, ils peuvent avoir aussi les intrants dont ils ont besoin très facilement. Donc il y a des défis aussi qui sont liés opérationnels, qui ne sont pas structurels là, c'est opérationnel, qui sont liés à la disponibilité des ressources humaines de qualité. Des ressources humaines de qualité, afin que nous puissions d'une façon très nette avoir des données probantes, des données qui sont disponibles en temps réel, donc afin de pouvoir prendre les décisions idoines. Parce que chaque fois, ce sont les données qui nous permettent de prendre les décisions. Exactement. Donc, c'est en quelque sorte quelques défis structurels que je peux quand même mettre à votre disposition pour votre compréhension. Merci. Docteur Max Saba, des avancées notoires en termes de prévention, notamment avec l'introduction du lénocapavir. Est-ce que je prononce bien le terme? Lénocapavir. Exactement. Oui, on en parle? On en parle, ça c'est vraiment, je peux dire, c'est une découverte qui peut révolutionner vraiment la lutte contre le VIH-Sida au niveau mondial. C'est une molécule qui permet une prévention sur une longue durée. Donc 2 injections dans l'année, une injection tous les 6 mois, et vous êtes protégé. Et ça, c'est très important. Avec le docteur Koné, on a déjà suivi pas mal de discussions au niveau international sur comment justement introduire cette molécule. Je pense que la réflexion est en cours. Certains pays aussi sont aussi avec nous pour justement travailler sur une stratégie. Et il y a des négociations qui ont permis même de ramener les coûts à des prix abordables. Le traitement, $40 par an, je pense que c'est à peu près moins de 25 000 francs CFA dans l'année. C'est quand même révolutionnaire. Mais bien sûr que les bailleurs de fonds aussi sont prêts aussi à soutenir, le Fonds mondial et le PEPFAR aussi. Je pense qu'il y a un engagement à ce niveau du gouvernement américain pour justement aider à pouvoir introduire ces molécules au niveau des pays. Donc pour moi, c'est un espoir. Okay. Et si on arrive à l'introduire au niveau du Mali, bien sûr, ça demande toute une préparation pour ça. Et ils sont en train de travailler vraiment sur ça pour avoir un plan, une feuille de route pour l'introduction. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir au niveau mondial. Okay. Docteur Ishaka Koné, entendre le docteur Max Saba, il va sans dire qu'il y a des résultats concrets en termes de riposte contre le VIH au Mali. À votre niveau, quels sont les éléments matériels qui permettent d'étayer cet état de fait? Oui, il y a des arguments probants réellement qui prouvent que
la riposte est sur une bonne voie. Je l'ai dit à travers les chiffres que vous pouvez constater, on était à 120 000 en 2022, nous sommes à 111 000. Et depuis l'avènement de la maladie, du VIH, dans les années 90 à aujourd'hui, nous avons pu quand même diminuer de plus de 50% le nombre de nouvelles infections. Nous avons pu diminuer de plus de 50% quand même les cas de décès. Okay. Donc ça, ce sont des chiffres qui parlent. Ce sont les chiffres qui parlent. Mais en dehors de tout ça, il faut aussi noter l'implication des plus hautes autorités sur le plan politique. Et même au niveau du CNT, il y a un réseau maintenant de parlementaires de lutte contre le VIH-Sida. C'est un réseau qui a été mis en place à travers le plaidoyer que nous avons eu à faire. Leur implication est essentielle. Donc, il y a aussi l'implication des légitimités traditionnelles à la cause. Donc ça, ce sont des aspects qui sont très importants. Ils étaient impliqués, mais avec l'avènement de la Covid, tous ces gens ont baissé les bras. Donc il fallait quand même redynamiser, trouver les moyens pour les impliquer, pour les mouvoir, pour les amener à donner des explications qu'il faut. Donc ils sont avec nous maintenant, donc, par rapport à ça. Donc l'élément capital aussi qui note des avancées, c'est ce que Dr Marc vient de dire, c'est la PrEP, la prévention pré-exposition, donc avec l'Anacapavir. Donc, mais avant l'avènement de ce produit, le Mali est en train d'implémenter quand même avec une autre molécule. Mais là, c'est une prise médicale quotidienne. Donc, chaque jour, il faut prendre ce médicament. C'est avec les personnes qui sont à haut risque, réellement, que nous sommes en train de mener ce travail. Donc, les professionnels de sexe et d'autres types de personnes à haut risque. Donc, nous menons ces activités. Donc, cela nous a permis réellement de maintenir, de contenir la maladie au sein de ces personnes, de ce groupe de personnes à haut risque. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, Dr Marc Saba, je sens que vous avez envie de réagir. Je vous donnerai la parole tout de suite. Mais pour l'instant, nous observons une dernière pause pour la dernière rubrique de cette émission. Des retours sur le plateau pour la dernière rubrique de cette émission. Dr Marc Saba, quel a été l'impact des différentes crises dans la lutte contre le VIH-Sida au Mali? Disons que l'impact des différentes crises a eu pour conséquence de freiner les progrès que nous étions en train de réaliser. En termes, par exemple, d'augmentation de nouvelles infections, il a donné des chiffres journaliers. Et c'est quand même important. Peut-être qu'on aurait dû actuellement être à 80%, disons, pour le premier 90 et 95. Donc, c'est clair qu'il y a eu des choses. Un impact négatif sur les progrès. Par exemple, en termes de nombre de personnes ayant accès au traitement, en termes de nombre de personnes qui auraient dû éviter l'infection. Parce qu'on a vu aussi les nouvelles infections, ils parlent de plus de 4300 personnes nouvellement infectées pour 2024. Peut-être qu'on allait être à 3000. Donc, ça dit que c'est que c'était a eu un impact. Et récemment, par exemple, le cas sur la crise de 2025, c'est clair que on a vu, disons, il a donné 40 personnes qui ne pouvaient pas aller, mais au-delà, il y a eu, disons, des impacts financiers énormes sur les organisations. Donc, c'est que ces crises-là ont pour conséquence de retarder, en tout cas, l'atteinte des engagements pris par la communauté internationale et par les États. Ça, au moins, c'est clair. Et c'est pour ça que, justement, il faut trouver des solutions pour éviter que des crises que nous avons connues ne viennent pas, en tout cas, dérailler, en tout cas, nos progrès et remettre en cause vraiment des engagements que nous sommes en train donc d'atteindre ou de remettre en cause les efforts et les investissements que nous sommes en train donc de mener. Donc c'est clair que il faut y réfléchir. Il faut certainement mettre en place des mécanismes pour justement d'alerte et certainement peut-être diversifier aussi nos approches parce que souvent on est pris de court par ces situations-là. D'accord. Docteur Koné, l'impact au-delà de ce qui a été énuméré tout de suite par Dr Marc Saba? Oui, on l'a dit, il y a à travers les chiffres, parce que si on prend la prévention de la transmission vers l'enfant, nous qui voulons réellement
des structures de santé beaucoup plus proches et très performantes. Et ces structures de santé ne seront plus d'actualité. Et les structures qui sont déjà soutenues vont être quand même, auront leurs prestations qui seront dégradées du jour au lendemain. Et même sur le plan ressources humaines, les ressources humaines que nous avions, nous risquons de les perdre. Surtout ceux qui sont chargés des counseling et du suivi des malades. Donc, parce qu'une seule personne a en charge environ une cinquantaine de malades. Bon, si la personne n'est pas rémunérée, combien de personnes elle va pouvoir suivre, etc. Donc, c'est vraiment les impacts que nous pouvons constater qui sont aussi graves et qui ne vont que nous faire reculer dans la lutte. Comme Dr Marc l'a dit, les objectifs vont de recul en recul et cela n'arrange personne. Alors nous terminons. Allez-y, Dr Marc. Je voulais juste ajouter un élément important, c'est la qualité même des services. Ça aussi, c'est un élément important. Plus vous avez moins de ressources, plus vous ne pouvez pas garantir des services de qualité. Il a mentionné en disant que l'expertise même, on aurait du mal à la maintenir. Et ça, c'est très important. Exactement. On travaille sur des hommes. Donc la qualité est importante en matière de prestation de services. Okay. Alors on va schématiser pour terminer dans une approche très pédagogique pour nos téléspectateurs. Conclusion, en un mot, qu'est-ce qui a été fait en termes de lutte contre le VIH-Sida? Dr Marc Saba pour le plan mondial et Dr Koné à l'échelle du Mali. Qu'est-ce qui a été fait? Pour moi, je dirais qu'il faut rendre hommage aux institutions, aux hommes qui, dès le début de la lutte, ont eu une vision en se rendant compte que cette lutte-là, elle est multisectorielle. Elle demande une mobilisation mondiale sans précédent de différentes couches donc, de la société parce que le sida n'a pas de frontières. Donc pour moi, ce qui a été fait, c'est ce plaidoyer qui a permis de positionner la lutte contre le VIH parmi les priorités des pays et au plan mondial. Ça, je crois que c'était le départ. Qu'est-ce qui a été fait? Des institutions de financement ont été mises en place. Je prendrai le cas du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et qui aujourd'hui mobilise beaucoup de ressources pour mettre à la disposition des pays, pour appuyer les efforts des pays. Je crois que c'est des résultats qui sont tangibles. Qu'est-ce qui a été fait également? C'est les différentes stratégies, approches qui ont été, et bien sûr l'expertise qui a été développée pour soutenir cette réponse-là. Il y a aussi tous les protocoles de traitement. Et bien sûr, sans compter les recherches aussi qui ont permis de mettre au point les molécules, les ARV pour le traitement. De sorte qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on ne doit pas mourir du sida, du VIH. On peut prendre son traitement, vivre normalement et travailler, contribuer au développement de son pays. Ça, je crois que ça, c'est déjà des progrès énormes qu'il faut saluer. D'accord. Il reste encore beaucoup à faire parce que... On va en revenir sur le Mali. Oui. Docteur Koné. Oui, ce qu'il faut remarquer, qu'est-ce qui a été fait, c'est d'abord la mise en place sur le plan structurel de ces structures, le Haut Conseil, le secrétariat exécutif, qui jouent un rôle unique de coordination, de suivi et de mise en œuvre des activités. Donc la chaîne, il n'y a pas de parallélisme ou autre. Okay. Et qu'est-ce qui a été fait? L'accompagnement des plus hautes autorités. Les plus hautes autorités ont l'oreille attentive dans ces dernières années réellement à la lutte. À commencer par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, mais aussi les députés, donc les conseillers du CNT, donc, qui sont en train de tout faire. Et qu'est-ce qui a été fait? C'est la remobilisation de la société civile. Malgré le contexte actuel, nous sommes obligés de travailler avec cette société civile dans le cadre des approches différenciées. Parce que c'est cette société civile qui vit avec les populations sur place. Exactement. Donc, et c'est cette société dont les capacités doivent être renforcées,
tout ce qu'il faut comme intrants doit être mis à leur disposition, afin qu'ils puissent quand même sensibiliser et mettre les intrants, faire des dépistages, mettre les intrants à la disposition de la population. Donc cette société civile, on a pu quand même bien les mobiliser, les remobiliser encore davantage face à cette problématique. Qu'est-ce qui a été fait? C'est l'augmentation quand même de la cagnotte. Bien vrai que ça représente environ 20% de tout le montant, en tout cas en matière de lutte contre le VIH, par l'État. Donc cette augmentation, il faut la saluer. Mais nous souhaitons quand même on s'est donné une augmentation de 35%, plus les 20% qui va faire 55% d'ici 2030. Okay. Et cela est faisable et possible. C'est faisable, c'est possible. Parce que j'aimerais quand même faire savoir certaines choses à nos populations. Tout ce que nos partenaires apportent comme appui, comme aide, vient de leur population. Ouais. Et actuellement, les plus hautes autorités ont compris cela. Donc c'est pourquoi le chef de l'État, face à certaines crises, a pris des décisions impopulaires. C'est ça aussi le rôle d'un leader. Mais l'impact de ces décisions va faire de telle sorte que les populations puissent dire « Ah, nous sommes à l'aise aujourd'hui. Okay. » Donc ça, ces décisions aussi seront prises avec la taxation des communications ou bien la taxation d'autres choses. Nous avons fait, oui, nous aurons à faire des propositions au chef de l'État afin que ces décisions soient prises pour que nous puissions avoir un financement souverain. Que le financement de la lutte contre le VIH provienne des Maliens eux-mêmes. Ok, on va revenir. Je me permets de vous interrompre pour ne pas rentrer sur la dernière phase de la question. Docteur Max Saba, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Bon, ce qui n'a pas été fait, moi je pense que toute chose, je crois qu'il faut relativiser. Il y a quand même, quand vous prenez le contexte mondial, on a eu des crises. Et ces crises ont eu un impact négatif. Donc, est-ce qu'il était possible, par exemple, de prédire la pandémie de la Covid? Difficile. Mais il fallait gérer. Et ça a eu un impact négatif sur justement d'autres programmes. Exactement. Il fallait donc trouver des moyens pour, d'atténuation pour que ces programmes-là ne s'arrêtent pas. Donc ça, par exemple, on ne peut pas dire que c'est... Parce qu'il y a des situations qui arrivent et qui, nécessairement, vont avoir des impacts négatifs sur ce que nous faisons. Mais ce qui est important, c'est notre capacité, notre réactivité à réagir rapidement et à anticiper. Et à prévenir aussi. Donc, on est obligé de développer des plans de contingences qui prennent en compte éventuellement, parce que moi, il y a la Covid, mais moi, on n'exclut pas d'autres pandémies. Hein. Exactement. Et ça peut arriver. Et ce n'est même pas exclu. Donc, admettons qu'on fasse face à une autre situation. Qu'est-ce qu'on fait? Sommes-nous prêts aujourd'hui au Mali de faire face à une situation au niveau mondial? Je crois que c'est maintenant que la réflexion doit se faire. Exactement. Donc pour moi, c'est beaucoup plus la question d'être à ce niveau. Okay. Et deuxième élément qu'il faut prendre en compte, et ce qui est important, moi je pense qu'il a parlé de la mobilisation des zones de la société civile. Moi je pense qu'on peut mieux faire. On peut davantage les mettre à contribution et c'est ce travail qu'ils sont en train de faire. Ils ont un savoir-faire, ils ont des services différenciés qui sont vraiment utiles. Ils sont, la plupart du temps, en interaction avec les populations vulnérables et tout. Donc je pense qu'on peut mieux les mettre à contribution. Je pense que ça c'est possible. Docteur Koné, les regrets, ou du moins, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, vraiment, ce qui n'a pas marché depuis fort longtemps, c'est parce que ce n'est pas que des réflexions n'ont pas eu lieu. Il y a eu des réflexions qui ont eu lieu par rapport à la souveraineté du financement. Il y a eu même une loi qui n'a pas été promulguée par rapport au financement du VIH, 1% du budget de tous les départements ministériels. Mais cela n'a pas été promulgué. Donc ça n'a pas été fait, c'est un regret aujourd'hui. Nous regrettons réellement. Cela pouvait être encore renforcé, davantage renforcé par d'autres mesures qui seront prises par le chef de l'État. Je pense qu'il faut que nous travaillions dans ce sens. Et la chose aussi qui n'a pas été faite, c'est que, et que je regrette, c'est que les premiers acteurs ont essayé réellement de fermer la porte. Les acteurs de la société civile ont essayé de fermer la porte à d'autres acteurs, à d'autres acteurs de la société civile, afin qu'ils puissent aussi apporter leur contribution. Nous, c'est ce verrou qu'on essaye de sauter, afin que
tous les acteurs de la société civile, même une seule personne, quand tu viens voir le secrétaire exécutif et que tu me dises que tu vas aller sensibiliser une personne qui est à Andraboukan ou bien à Gelhog, je mets le moyen à ta disposition pour que tu ailles sensibiliser et dépister cette personne. Donc, je ne regarde pas, je vois seulement mon objectif. Donc, ça, ce sont les regrets réellement que nous avons et que nous sommes en train de corriger. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été fait et qu'est-ce qui est regrettable? Le fait que la souveraineté du financement ne vienne pas de chez nous, généralement, on constate que cette souveraineté est un peu foulée à terre. Okay. Parce qu'il y a de ces décisions que, en tant qu'instance suprême, nous voulons réellement implémenter, mais face à ceux qui décident de la majorité de contributions, on voit autre chose. On voit autre chose. Ça, c'est vraiment, je vous ai dit, en matière de lutte contre les pandémies, les épidémies, la prévention est l'action la plus forte, la plus engagée, qu'il faut réellement financer. Donc, les partenaires ne voient pas ça sous ce angle, ils voient autre chose. J'espère que ce n'est pas le cas de l'ONU-SIDA. Non, ce n'est pas le cas de l'ONU-SIDA. D'ailleurs, nous sommes dans la même lutte. Okay, nous sommes dans la même lutte. C'est important de nous sommes ensemble par rapport à cette lutte. Donc, ça, ce sont des aspects réellement qu'il faut revoir. Okay. Il faut revoir, qui est regrettable. Il faut que les décisions soient souveraines. Okay. Les décisions soient souveraines. Et je me dis que même si le partenaire doit amener son financement, il faudrait que l'État ait la capacité de dire non, c'est comme ça que nous voulons réellement travailler, c'est comme ça que nous voulons lutter contre la maladie. Okay. Voilà, donc mettez-nous les moyens financiers et techniques, si possible, à notre disposition pour aller dans ce sens. Docteur Maksawa, les perspectives pour terminer avec vous? Moi, je crois que, on peut dire qu'il y a de l'espoir. L'espoir parce que, en dépit, disons, des crises, des chocs, je crois qu'on avance vers des progrès, le monde avance, les pays avancent, et des innovations sont en train d'être trouvées et mises en œuvre. Donc je pense que, mais je reviens sur le rôle politique et l'engagement politique au niveau des pays. Je crois que ça fera la différence, permettra de faire la différence pour un contrôle total de l'épidémie d'ici 2030. Volonté politique veut dire aussi suivi d'action, comme ça se passe ici. Plus de ressources techniques, financières, et ça, je crois que c'est très important. Plus de mobilisation aussi, des partenaires clés, pour que chacun joue son rôle. Je crois que c'est ça, les perspectives, c'est ça. Et nous avons, disons, pour les années à venir, des initiatives qui vont nous permettre donc d'aller dans ce sens. L'initiative sur le financement durable et la prédictibilité des financements qui est en cours et qui, je suis sûr, va connaître une accélération en 2026. Nous avons aussi la prévention, où on a des outils aujourd'hui qui permettent d'évaluer et d'avoir des programmes de prévention cohérents et aussi ciblés sur des populations haut risque et surtout les jeunes et autres populations. Je pense que l'espoir est permis. Et nous avons justement cette molécule-là, de la Capavir, pour laquelle je crois le Mali va certainement s'engager. Je pense que le docteur Koné va confirmer cela. Nous sommes disposés à accompagner le pays dans ce sens pour que nous soyons les premiers pays vraiment à bénéficier de ces innovations en matière de prévention. Ok. Perspective malienne, docteur Koné? Et ce que nous avons en perspective, comme je l'ai dit, ce sont les chiffres réellement qui doivent orienter les décisions. Il faut comprendre. Naturellement. Et donc, nous avons des défis au niveau de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Dans nos perspectives, il serait question de voir avec le ministère de la Santé ce que nous pouvons apporter comme solution radicale en érigeant beaucoup de CESCOM PTME. Et pourquoi pas ITME, élimination de la transmission mère-enfant. Donc ça, c'est un défi majeur. L'autre défi, c'est de pouvoir atteindre cette couche de la jeunesse, 15-24 ans. Vous conviendrez avec moi que cette couche est beaucoup plus accro aux outils de la nouvelle technologie, des nouvelles technologies. Donc il serait question de travailler beaucoup plus sur les nouvelles technologies avec ces jeunes.
ce qui nous a permis d'ailleurs de mettre en place, de redynamiser les clubs anti-sida dans les lycées et dans les écoles supérieures, afin que ces clubs puissent être outillés réellement à la manipulation et à l'information par rapport au VIH. Donc l'autre côté qui est le nerf de la guerre, c'est de travailler avec le chef de l'État pour rapidement mettre en place ce mécanisme de financement endogène pour la souveraineté du financement. Ça, il faut qu'on travaille sur ça. Et l'aspect de la prévention, de la PrEP, la prévention pré-exposition, que nous allons aussi chercher à développer avec nos partenaires. Et aussi, il y a le cadre stratégique national, le seul cadre de référence national en matière de lutte contre le VIH, sur lequel nous devrons aussi faire la revue et renouveler ce cadre stratégique. Donc c'est ce que nous avons réellement en perspective en 2026. Voilà, mesdames et messieurs, qui met fin à cette émission. J'ai été ravi de vous présenter cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro de Recto Verso.